Bonjour Stéphane, bonjour Sonia. Alors aujourd'hui, Steph, tu es accompagné de Sonia Vigneux, qui est diététicienne nutritionniste. Bonjour tous les deux d'abord. Disons tout d'abord que c'est une diététicienne qui a bien tourné, puisqu'elle s'est formée en nutrition, micronutrition. Ok, bonjour Sonia. Salut Céline. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de l'hypothyroïdie et du tube digestif. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Beaucoup de choses, énormément de choses. Il faut savoir que la thyroïde est un peu le chef d'orchestre qui va gérer le cerveau, l'intestin, les surrénales, les gonades. Donc, pas étonnant que le tube digestif fasse partie de son lieu d'action. Et on a, comme vous le savez, on a beaucoup plus de bactéries que de cellules dans le corps, mais dans l'intestin, il n'y a pas que des bactéries, il y a également des virus. Il y a aussi des bactéries. Champignons. Oui, ça, c'est des champignons candidats et également des vieilles bactéries, disons, préhistoriques. Donc, réduire la flore intestinale à des bactéries, c'est très réducteur. Et il faut savoir que toutes ces bactéries, ces virus, ces parasites, parce qu'on a aussi parasité, ces champignons vivent en bonne harmonie et notre système immunitaire fait qu'on a une régulation, mais pas seulement lui, également l'alimentation fait qu'on a une régulation de ce bio, puisqu'on peut le détruire en mangeant trop de sucre, on peut le détruire en mangeant certaines choses qu'on ne supporte pas, comme les FODMAP, ou via une histaminose digestive qui perturbe également le biote. Donc c'est très très complexe, mais également il y a une influence du système hormonal au niveau digestif et principalement thyroïdien. Puisqu'on sait que l'hormone thyroïdienne active, c'est la T3, et la T3 a un effet de stimulation, la sécrétion gastrique, acide, pepsine, chymotrypsine, mais également facteur intrinsèque de Cassel, qui permet d'absorber la B12. La thyroïde a également un effet de stimulation des sécrétions pancréatiques, mais également au niveau biliaire également, cholérétique et cholagogue, et également au niveau de la sécrétion intestinale, pas mal de facteurs qui ont d'ailleurs une influence au niveau du cerveau, etc. Donc en gros, quand la thyroïde ne va pas, l'intestin est paralysé, ça s'appelle une gastroparésie, une entéroparésie, et donc ces patients vont être dans le pire des cas constipés, hein, c'est pour ça qu'on voit la constipation chez beaucoup d'hypothyroïdiens, surtout les femmes d'ailleurs. Et donc le fait d'avoir une diarrhée ou une constipation peut être le signe d'un problème thyroïdien. D'autres causes de constipation sont la dysbiose intestinale et l'autre cause principale est le manque de magnésium. Or, la plupart des patientes constipées sont traitées par laxatifs et autres traitements symptomatiques. Au niveau de l'estomac, en fait, il faut bien comprendre que quand des aliments arrivent dans l'estomac, on a besoin d'acides, d'enzymes, etc. pour digérer. Et si on a une hypothyroïdie non prise en charge parce que, madame, votre TSH est dans la norme entre 0,3 et 4,3, alors que la patiente a 36 hypothyroïdies, eh bien l'estomac, il ne fonctionne pas, les aliments restent dans l'estomac, il y en a un peu de fermentation, produisent des gaz. Les gaz, on manque la pression dans l'estomac, la petite valve œsophagienne dysfonctionne et on fait un renvoi, voire pire, un peu d'acide remonte et va brûler l'œsophage. Donc, la principale cause en fait, d'acidité, de reflux acide, est le fait de ne pas avoir assez d'acide dans l'estomac. Il faut comprendre ça. Donc, le fait de ne pas avoir assez d'acide, on ne digère pas bien, les aliments stagnent dans l'estomac, produisent des gaz, forcent la valve œsophagienne et ça remonte. Et là, on tombe sur un médecin star qui a tout compris, le médecin pouce-bouton, acidité, antiacide, et on accentue le problème de maldigestion de l'estomac. Et l'estomac, finalement, il en a marre de se sentir rempli et de ne pas se vider. Il envoie finalement des morceaux de protéines non digérées dans l'intestin qui vont faire un peu le tour, qui vont arriver dans le côlon descendant, flore de putréfaction. Le patient fait des gaz malodorants. En français, on dirait des pieds qui puent. Voir si ce sont des sucres non digérés, c'est de la fermentation avec des gaz non malodorants. Et on peut avoir une combinaison des deux, évidemment. Alors moi j'ai une question directement par rapport à ça. Comment est-ce qu'on peut se rendre compte si on est en hypochloridrie ou contrairement à ce que certains médecins diraient, en hyperchloridrie? Est-ce qu'il y a des tests à faire, des tests fiables? Alors, pour moi, l'hyperchloridrie est toujours momentanée. Donc, il ne faut pas un traitement long cours pour neutraliser l'acide d'estomac. Mais je laisse la parole à Sonia pour expliquer le... Ouais, donc effectivement, on peut faire un test à la maison. Donc, c'est ce que je suggère aussi aux patients, même si pour moi, il est clairement évident
par rapport aux signes cliniques et aux plaintes du patient et éventuellement à sa biologie si je l'ai, qu'il y a une hypochloridrie, je vais vraiment leur faire comprendre en fait, qu'ils se rendent compte d'eux-mêmes. Donc, vous avez le test au vinaigre de cidre ou au bicarbonate. Donc, tout simplement, le bicarbonate, c'est une cuillère à café rase de bicarbonate de soude dans 250 ml d'eau à température ambiante, que vous buvez le matin à jeun, avant même le petit déjeuner, tout ça dès le réveil. Et ensuite, vous chronométrez au bout de combien de temps vous allez rôter. Donc, si c'est dans les moins de 2 minutes, il peut y avoir une hyper. Mais déjà, moins de 3 minutes, on est dans une sécrétion normale d'acide chlorhydrique. Néanmoins, dès qu'on dépasse les 5 minutes, bon, ben là, il y a une hypochloridrie avérée. Alors, pour vraiment s'en rendre compte et pour éviter justement, comme dit Stéphane, d'être sur une hyper momentanée, moi, je leur demande de faire le test sur 5 jours d'affilée, vraiment de suite. Voilà. Et quand ils font le test avant mes conseils et après mes conseils, donc quand je les revois, ça n'a rien à voir. Voilà. Et là, ça leur permet vraiment de se rendre compte de l'évolution et du manque d'enzymes digestifs qu'ils ont pour long terme. Ouais. Et alors, on peut acidifier également les aliments avec du cidre de vinaigre de pomme, par exemple, et voir s'ils digèrent mieux. Alors, alors, cette gastroparésie entéroparésie est très, 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 très fréquente, puisque l'hypothyroïdie touche quand même 90% de nos patients, et les plats digestifs sont légion. C'est vraiment cet estomac qui gonfle à la fin du repas, et puis on a l'impression d'avoir un poids sur l'estomac, et cette digestion prend des heures et des heures, on a l'impression de ruminer. Éventuellement avec production également de gaz, donc avoir une mauvaise haleine, voire avoir des rots répétés. Alors là, quand on fait une recherche dans les publications pour savoir quelles sont les causes de gastroparésie, donc de paralysie d'estomac, on se rend compte que finalement l'hypothyroïdie est évoquée en tout dernier lieu. Or, pratiquement sur le terrain, c'est la première cause. Donc, ils décrivent des causes rares qui sont la sclérodermie, qui sont la gastrite atrophique de Birmer, etc. Ça existe, mais c'est rarissime. Vraiment, l'hypothyroïdie est la principale cause. Alors, ici, on va insérer quand même pas mal de publications attestant ça. Déjà, des publications qui remontent il y a 15-20 ans, donc c'est pas nouveau. Mais de nouveau, en médecine, quand quelque chose est publié, il faut un certain temps avant que ça passe dans les mains, que ce soit connu par beaucoup de médecins. Il faut savoir également que le fait de donner un antiacide à quelqu'un, c'est pas anodin. C'est comme donner une statine ou un somnifère type benzo. On a plein de publications qui font le lien entre Alzheimer, neurodégénérescence et prise chronique de ces médicaments. Mais également entre les IPP et ostéoporose, IPP, malabsorption du calcium, du fer, du magnésium, des vitamines B. Donc, pour donner un IPP à quelqu'un, c'est vraiment quelque chose de très lourd et de très à risque. Alors, je ne suis pas contre donner des IPP, ça m'arrive d'en prescrire, mais c'est momentané. C'est quelqu'un qui a fait la fête, qui a mal à l'estomac, qui a le brûlant pendant 2, 3, 4 jours, une semaine. C'est éventuellement une ulcère d'estomac. On va donner un IPP pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois. Il ne faut surtout pas des choses de traitement au long cours. Or, on se rend compte que la plupart des patients sous IPP, on leur a dit c'est à vie et ils ont leur renouvellement comme un renouvellement de somnifère automatiquement lorsqu'ils retournent chez leur médecin. C'est une catastrophe, point de vue cerveau, point de vue digestif, à tout point de vue. On peut d'ailleurs renvoyer sur une vidéo qu'on avait faite précédemment justement sur la prise d'IPP et la complémentation en cas de prise d'IPP. D'accord. C'est comme les antidépresseurs, on peut sevrer. Ouais. Alors, il faut savoir que certaines mauvaises flores intestinales, ou certains déséquilibres de la flore intestinale peut être asymptomatique de notre politique digestive. Donc, le patient n'a aucune plainte. Je ne suis pas constipé, je n'ai pas de diarrhée, je n'ai pas d'alternance diarrhée-constipation, je n'ai pas les selles défaites, je n'ai pas de ballonnement, je n'ai rien. Et moi, je me rends compte que c'est surtout un cas de candidose isolée. Donc, en cas de candidose isolée, on peut avoir 0 signe digestif, mais par contre, plein d'autres signes qui sont baisse du cortisol, baisse de la B12 et fatigue surrénalienne, puisque le cortisol peut être, entre guillemets, consommé par la candidose. On voit souvent des cortisol qui chutent en cas de candidose, et le patient se retrouve en inflammation, en fatigue chronique. Alors, les autres signes non digestifs de la dysbiose, qu'elles soient bactériennes ou candidosiques, c'est la fatigue, dépression, problème de peau, énormément d'eczéma, d'acné, de psoriasis, disparaissent lorsqu'on traite la flore, perte de cheveux, problème psy, enfin c'est énorme. Alors, si on fait un résumé, quelles sont les causes du déséquilibre de la flore intestinale? La première cause, souvent, c'est l'hypothyroïdie. La deuxième, c'est gluten, l'avéine, donc tout ce qui est blé, orge, avoine, produits laitiers,
Les faux sucres également sont en train de dysbiose obésogène. Donc, en gros, la consommation d'édulcorants, d'aspartame, fait grossir le patient. Ça, on le voit sur le terrain. Mais également les antibiotiques. Parfois, j'ai des patients qui ont pris un antibio il y a plusieurs années, ils ont toujours une dysbiose qui est là, puisque le médecin a omis de leur donner un probiotique en même temps. La perte d'enzymes digestives liée à l'âge, tout simplement, l'estomac de 60 ans ne fonctionne pas comme l'estomac de quelqu'un de 20 ans. Et donc, il est tout à fait licite d'ajouter à des patients qui digèrent mal des enzymes digestives. Il est licite également d'ajouter à ces patients des stimulants, de la sécrétion biliaire, des enzymes pancréatiques également. Également, il faut quand même envisager des problèmes d'intolérance à certains sucres, les FODMAP, mais on a aussi l'intolérance au fructose. Enfin, il y a beaucoup de choses à envisager. Certaines personnes, en prenant de l'âge, mais ça peut être dès l'âge de 25, 30, 35 ans déjà, n'ont plus les enzymes vraiment de digérer le disaccharides. Et donc, le patient mange, par exemple, des poros, mange de l'houmous, mange des champignons ou d'une salade verte, et puis il ballonne, simplement, parce qu'il a perdu l'enzyme, il a le temps de métaboliser ces disaccharides. Et donc, il nourrit ce patient une forme de fermentation. Et donc, il faut qu'il trouve lui-même quels sont ces végétaux qu'il ne supporte pas, et les retirer ou donner la dose tolérable. L'histaminose digestive, c'est un énorme chapitre, mais il faut y penser également, surtout qu'il y a des signes physiques post-ingestion de certains aliments, tels que chaleur, prurite, fatigue ou autres. Et dans les causes plus rares de dysbiose, mais qui existent, c'est les édulcorants, tout ce qui est faux sucre, aspartame, acésulfame, donc c'est le light et le zéro, qui donne clairement des fleurs obésogènes. Donc, moi, c'est ce que je donne aux patients traumas pour qu'ils grossissent, ça marche toujours. Absence de mastication, on avale trop vite. L'amylase n'a pas le temps d'agir, on envoie du sucre non digéré et ça nourrit de nouveau cette mauvaise flore. L'excès d'alcool également, l'alcool brûle, en gros, les carbonise les bonnes bactéries avec les mauvaises qui tiennent le coup. Les anti-inflammatoires également, et les IPP, c'est une cause majeure de dysbiose. Les IPP. Alors, dans les causes très rares, on a chez les sportifs un syndrome d'ischémie-perfusion, donc l'intestin qui n'est plus, plus vascularisé, qui n'est plus, le sang arrive moins à l'intestin, puisque le sang est détourné vers les muscles lors des efforts sportifs de longue durée. Alors, la prise en charge va être étiologique, donc il faut traiter les causes, parce que traiter la dysbiose par elle-même, c'est une bonne idée, mais elle va revenir 1 mois, 2 mois après, automatiquement, si on ne traite pas les causes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de ne pas traiter la thyroïde devant un patient dysbiotique, pour moi, ça n'a pas de sens, puisque l'intestin n'a pas redémarré. Il faut vraiment relever ce taux de T3, ou du moins, c'est plus compliqué que ça, il faut que ce T3 puisse agir sur le récepteur nucléaire. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en compte, qui rentrent en ligne de compte. Il y a la vitamine A, la vitamine D, il y a les oméga 3, certains oméga 6. Et donc, toujours prendre en charge à la fois l'intestin et la thyroïde en même temps, puisqu'on le verra dans une autre capsule. Le fait d'avoir une mauvaise flore engendre également une hypothyroïdie. Donc, c'est le chat qui se mord à la queue. Intestin pourri, cerveau pourri. Exactement. Donc, alors, l'intestin, bien entendu, est responsable, deuxième cerveau, de la synthèse de pas mal de neurotransmetteurs, dont la sérotonine, la dopamine, le GABA. Donc, quand l'intestin ne va pas, mais le cerveau ne va pas. Et ça arrive d'être traité par une dépression, un tas de fatigue, des signes de manque de GABA, par des médocs, alors que l'intestin n'arrive plus à synthétiser ces neurotransmetteurs. Et c'est fou les patients qui te disent déjà rien qu'en mangeant normalement le matin, ça change tout. L'énergie revient, la motivation, la libido, la mémoire, c'est spectaculaire. Et donc, quoi dire d'autre? Dis-moi, parce que j'aurais omis quelque chose. Pour une hypothyroïdie, donc la prise en charge, est-ce qu'on peut d'emblée, sans aller consulter, faire un minimum de choses? Oui, alors, la thyroïde a besoin, donc pour activer la T4 qui est inactive en T3, rappelons que la thyroïde sécrète surtout la T4, très peu de T3. La T3 est synthétisée, bien la conversion de T4 en T3 par désiodation en périphérie, dans le cerveau, dans le foie, dans les reins, dans l'intestin. Donc il faut des nutriments pour la synthèse de la T3 qui sont le magnésium, le manganèse, le cuivre, le fer, la B12, magnésium, etc. Donc déjà, optimaliser la micronutrition, c'est capital. Maintenant, pour que cette T3 puisse rentrer en cellule agir, il faut la vitamine D, la vitamine A, de bons oméga 3. Il faut non pas qu'il y ait non plus une dysbiose. Si une dysbiose, les cytokines libérées par l'intestin vont bloquer le récepteur. Donc une thyroïde, pour que ça marche bien, il faut plein de facteurs. Et donc, déjà, optimaliser la thyroïde, ça résout beaucoup de problèmes de digestion. Moi, j'ai beaucoup de patients. Bon, je lui demande de remplir un questionnaire avant la première consultation. Ils viennent,
suite à ce questionnaire, j'ai déjà donné des infos. Mangez comme ça, prenez ça, prenez ça. Le patient me dit, écoutez, docteur, je ne sais pas pourquoi j'ai un, mais là, les problèmes d'intestin, c'est résolu, j'ai plus rien. Parce qu'ils ont arrêté le gluten, ils ont arrêté le produit laitier, ils ont arrêté les faux sucres, ils mangent mieux et ils ont déjà pris certains compléments qui vont favoriser le fonctionnement du digestif de la thyroïde. Voilà, bien, merci pour toutes ces explications. Sonia, merci de ta présence et à très bientôt. Au revoir. Salut.